Bonjour ou rebonjour et bienvenue sur la chaîne de Tell Play. Je suis Christophe Germier du coup et je suis scénariste pour Cthulhu Ténébris. Aujourd'hui, on va parler des règles de cette gamme qui est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop et vous avez le lien en description. C'est parti! Alors, les règles de Cthulhu Ténébris, c'est ce que je disais dans la première vidéo, elles sont conçues à partir de Cthulhuac, hein. Alors, en l'occurrence, on n'a pas besoin de Cthulhuac pour jouer à Cthulhu Ténébris, hein, tout est expliqué dans le manuel de base. Ceci étant dit, comme on est sur un dérivé, on va retrouver quelques similitudes. Pour les gens qui ont l'habitude de jouer à Cthulhuac, c'est bien simple, vous aurez tout un tas d'outils de conversion pour pouvoir utiliser vos suppléments avec Cthulhu Ténébris et donc pouvoir vivre de nouvelles aventures avec des bouquins que vous avez déjà. En ce qui concerne les règles, donc en elles-mêmes, elles sont articulées autour du personnage, c'est-à-dire que tout est fait pour que le ou la MJ vienne poser sa narration, entourer les personnages avec des actions, des réactions, et que tout ça avance, que ce soit efficace, que ce soit fluide, ne pas se retrouver avec, on va dire, un test raté qui empêche le scénario d'avancer. C'est en tout cas la proposition qui est faite et c'est dans ce sens-là que les règles sont conçues. Je vous mets la fiche de personnage, du coup on va la regarder ensemble, comme ça vous allez avoir une petite idée de à quoi ça peut bien ressembler. Donc le personnage a un nom, le personnage doit choisir une voix, je vais revenir sur ce que c'est, et un commanditaire. Alors en ce qui concerne le commanditaire, ça peut prendre plusieurs formes, c'est quelque chose qui se conçoit en groupe, hein. Vous allez préparer un petit groupe d'aventuriers qui vont avoir quelqu'un à leur tête, quelqu'un qui va être un petit peu l'alter ego de la ou du MJ, et pour le coup, ce commanditaire va se charger de régler tous les frais de bouche de vos aventuriers, puisque il a pour objectif d'en savoir un petit peu plus sur le mythe. Une autre chose justement à propos du mythe par rapport au personnage, c'est que les personnages que vous incarnez ne découvrent pas, on va dire, la dimension fantastique et horrifique propre à l'univers de Lovecraft, là où vous jouez. Ce sont des gens qui ont déjà connu un petit peu ce genre de choses, et par conséquent, ça permet aussi de faire en sorte que on n'ait pas on va dire une dissociation cognitive entre le joueur et le personnage, et qu'on se retrouve avec un personnage qui sait rien, mais un joueur qui a tout bouquiné sur Lovecraft, et du coup, que tout soit un peu plus cohérent, et que ça crée moins de situations un peu étranges. Donc le commanditaire, c'est lui qui va régler, c'est ce que je vous disais, tous les frais qu'il pourrait y avoir pour vos aventuriers, ce qui fait que quand vous rentrez dans une taverne, clairement, vous n'avez pas à vous demander si vous allez pouvoir payer ou pas. Non, vous considérez que vous avez l'argent pour. Il y a un système de dés de vie également et de points de vie. Alors ça va se régler. On va jeter tout simplement un dé et y ajouter 8 PV. Donc au minimum, vous aurez 9 PV. Et le dé de vie, il va être défini en fonction de la voix. Ça, on va y revenir. Vous avez un nombre de dégâts max, ça c'est le dé de dégâts que vous allez pouvoir jeter. En fait, globalement, c'est l'idée que si vous jouez quelqu'un qui est complètement freluquet et dont ce n'est pas le métier d'utiliser des armes, il pourra pas faire autant de dégâts avec une épée à deux mains que quelqu'un qui a passé sa vie à combattre et qui sait très bien la manipuler. Donc, vous avez un système de dégâts max. Quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser une plume, même s'il la met dans l'œil de quelqu'un, il pourra pas faire autant que quelqu'un qui a une grosse clé mort. Là, il y a un chat qui fait n'importe quoi. C'est encore toi qui fais n'importe quoi dans la vidéo, hein? Mhm. Mhm. On en vient maintenant au système de voix. Ça, c'est au moment de la création de personnages. Vous allez demander à vos joueuses et à vos joueurs de choisir en gros le chemin qu'ils ont emprunté jusqu'au moment où ils les incarnent. Les voix, il y en a 5. Il y a l'épée, la main, le chêne, la plume et le livre. Bon, la voix de l'épée, comme son nom l'indique, hein, c'est plutôt pour les bourrins, c'est plutôt le métier des armes. La voix de la main, c'est pour ceux qui ont l'habitude de se la faire couper, hein, en tout cas tant qu'ils en ont une ou deux. C'est donc les voleurs, plutôt les bandits, ce genre de choses, des gens qui vont avoir un passé un peu trouble et qui ont l'habitude de faire de la grimpette. La voie du chêne, ça va plutôt être tout ce qui est pisteur, rôdeur, des gens qui ont l'habitude de survivre dans la nature. La voie de la plume, ce sont les érudits. Et la voie du livre, c'est tout simplement les religieux. Et quand on parle de livre, on parle des trois grandes religions monothéistes. Sur la fiche de personnage, vous avez également, je vais d'abord passer par là, des langues, des biens, des talents, des sortilèges. Alors tout ça, ça va se déterminer en fonction de la voie qu'ils ont choisie.
hein. Ils vont pouvoir choisir les langues qu'ils parlent selon, leur degré on va dire d'affinité avec, tout ce qui est de l'écriture et de la lecture également. Il y a des biens qui sont définis par, la voie choisie. Il y a 2 talents au choix dans une petite liste pour chacune des voies, que devront choisir, les aventuriers et qui, vont avoir une valeur. Hem Ces talents-là, ils vont pouvoir évoluer au fur et à mesure avec l'expérience. Vous avez des sortilèges, mais alors ça concerne seulement ceux qui manipulent la magie et pour apprendre la magie, autant vous dire que c'est un peu punitif, il va falloir perdre des dés de santé mentale, notamment même si vous le faites à la création du personnage. Revenons sur les 2 tableaux qui sont sur la gauche, puisque c'est ceux-là qui vont servir quand même le plus souvent dans Cthulhu Ténébris, c'est-à-dire les caractéristiques et les ressources. Alors, ces caractéristiques, on leur attribue une valeur qui va de 1 à 20. Alors ça se fait en fonction de la voix. Par exemple, si vous prenez la voix de l'épée, vous allez avoir 13 en robustesse d'office. Vous pourrez le personnaliser, mais ça se fait pendant la création du personnage. Et quand viendra le moment de tester la caractéristique, il vous suffira de prendre un des 20 et de le jeter. En l'occurrence, j'ai fait un bon gros 18, qui correspond à un échec. J'ai 13, j'ai fait plus que 13, du coup j'ai perdu. Cette porte que j'essayais de défoncer, eh bien, je me suis ruiné l'épaule en, essayant de taper dedans et elle ne veut pas s'ouvrir par conséquent. Si j'avais fait moins, eh bien, la porte aurait volé en éclats et je me serais retrouvé dans la pièce d'après. Ces caractéristiques, elles vont être importantes quand on va arriver sur les phases de combat, qui pour le coup sont très simples, puisqu'on a un système de déclaration puis de résolution. Par exemple, si là où le MJ vous met un adversaire en face de vous et que l'adversaire est en train de se mettre en position de défense, vous pouvez annoncer une attaque contre défense. Si jamais il vous fonce dessus, vous pouvez annoncer une attaque contre une attaque ou une défense contre une attaque. Dans ce cas-là, une fois de plus, je reprends le cas de mon guerrier, je rejette mon D20, hop, et cette fois j'ai fait 6. J'avais annoncé par exemple une attaque contre une attaque, eh bien je réussis mon action et j'empêche en plus l'adversaire de m'attaquer. Du coup, c'est toujours comme ça, la réussite d'un joueur empêche les actions prévues par le MJ pour les adversaires, en tout cas les adversaires concernés. En plus des caractéristiques, vous pouvez le voir sur la fiche personnage, il y a des ressources. Elles sont au nombre de 5. Il y a santé mentale, œil, verbe, bourse, magie. Et plutôt que de leur attribuer des valeurs, eh bien, le choix de la voie que vous empruntez eh bien, va leur attribuer des dés. En l'occurrence, des dés qui vont du D4 au D12. Et du coup, au moment de faire le test, plutôt que de jeter le D20, vous allez prendre le dé qui correspond à votre ressource et vous allez le jeter. En l'occurrence, admettons, j'ai un D8 en santé mentale, je jette mon D8, j'ai fait un 6, et par conséquent, c'est une réussite. Pourquoi? Eh bien, parce que si je fais un résultat supérieur à 3 en ressources, c'est une réussite. Si jamais je fais un résultat inférieur à 3, donc 1 ou 2, eh bien, c'est un échec. Et bien, du coup, tout se passe bien pour moi, je n'ai pas de problème face à l'horreur non euclidienne qui est face à moi, et je vais, par conséquent, conserver ce D8 en santé mentale. Par contre, si j'avais raté, mon test et que j'avais fait 1 ou 2, eh bien mon D8 se serait transformé en D6 jusqu'à ce que je puisse le récupérer, c'est-à-dire pendant une phase de repos. Tout ça est en bas de la fiche de personnage pour ne pas prendre les joueurs en traître. Et bien évidemment, il y aura aussi eu d'autres conséquences qui sont tirées avec là où le MJ et qui peuvent aller des tremblements nerveux jusqu'aux affres de la folie la plus profonde. Les ressources en bourse, eh bien, c'est tout simplement quand vous allez être amené à négocier. Une fois de plus, il n'y a pas de trucs monétaires dans le jeu, donc si ça se jette vraiment quand vous avez une grosse négo à faire, hein, c'est-à-dire payer une armée pour pouvoir obtenir un soutien sur un moment T, par exemple, ou enfin en tout cas une poignée d'hommes. La magie, eh bien, le dé ne se débloque que si vous perdez un cran de santé mentale dans l'apprentissage de la magie. Alors il y a l'apprentissage de la magie et après il y a apprendre les sortilèges. Tout ça constitue une mécanique assez punitive qui a pour but de faire vivre, on va dire, une magie fantastique de Cthulhu, mais qui soit vraiment très ponctuelle et que ce ne soit pas donné à tout le monde d'accéder à ce type de savoir, en tout cas pas sans conséquence, puisque à force de baisser votre dé de santé mentale pour apprendre des sorts, vous risquez tout simplement de sombrer dans la folie, et tout personnage qui sombre dans la folie devient géré par le MJ pour pouvoir sortir du jeu correctement. Il reste 2 ressources à voir, c'est l'œil et le verbe, qui sont en l'occurrence vos ressources d'investigation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez trouver des indices visibles ou, obtenir quelque chose par interaction sociale, donc dans le cas de l'œil et du verbe respectivement, eh bien, c'est pas compliqué. Vous jetez votre dé de ressources, si jamais vous faites 3, c'est gagné, vous réussissez à obtenir quelque chose. Si jamais vous faites 1 ou 2, bah, vous réussissez à obtenir quelque chose, mais il y a des conséquences. Alors les conséquences, ça peut aller d'un peu de fatigue physique et mentale
jusqu'à une arrestation en bonne et due forme par la garde, parce que vous étiez en train de fouiner, que vous avez fait un peu trop de bruit et qu'évidemment, vous n'aviez rien à faire là. Donc le dosage se fait en fonction du temps que vous avez et en fonction de ce que là où le MJ estime nécessaire de préparer comme péripétie, ou en tout cas d'improviser comme péripétie. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les règles de Cthulhu Ténébris. Je crois n'avoir rien oublié, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de jet en opposition dans ce système de règles. Et moi, je trouve ça plutôt pratique, notamment quand on est obligé de jouer en visio. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai pu le tester, puisque je suis actuellement à La Réunion et que mon groupe de jeu est en métropole. Pour tester du coup cette nouvelle gamme de jeux de rôle, je les ai invités autour d'une table virtuelle et on a fait une partie. On a commencé L'œil de Loran Canu, qui est le scénario que j'ai écrit pour le manuel de base de Cthulhu Ténébris. Et comme on n'a pas fait les choses à moitié, on a aussi enregistré la partie, donc je suis encore en train de la monter, ça prendra la forme d'un podcast. Donc j'espère avoir trouvé un équilibre qui est quelque part entre l'aventure audio et l'actual play. Et tout ça sera mis en ambiance et en musique par Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore. Ça devrait sortir vers le 10 octobre et ça vous donnera une idée de ce à quoi peut ressembler une partie de Cthulhu Ténébris. Enfin, vous pouvez liker et partager cette vidéo comme celle sur la présentation de la gamme, ce qui permettra à Cthulhu Ténébris du coup de se faire connaître un petit peu plus et qui sait d'éclater quelques paliers en plus au passage lors du financement participatif. Une fois de plus, tous les liens sont dans la description. En ce qui concerne l'ambiance sonore de l'épisode, eh bien c'est Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore qui l'a fait encore une fois. Tout ce qui était des visuels, ce sont les illustrations d'Antoine Boursier et le boulot de Maxime Place qui sont, on va dire, à la création graphique sur la gamme Cthulhu Ténébris que je vous ai présentée. Et puis pour le reste, je vous laisse là, passez une bonne journée, et puis moi, je retourne ouvrir la porte au chat. Allez, ouf, dehors!